Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'Afrique aujourd'hui. Mais nous allons parler de l'Afrique et de ce qui s'est passé depuis quelques mois, voire quelques années, avec un effet domino de coups d'État dans les différents pays. Absolument. Alors, notre vocation ici à Openbox TV n'est pas de parler à chaud des événements. On aime bien prendre le recul. Là, ça fait quelques mois. Donc, on va pouvoir, comme vous dites souvent, monter sur la colline et prendre un peu de recul et comprendre pourquoi ça se passe ainsi aujourd'hui en Afrique et la perspective et ce qui peut se passer pour la France dans ces pays où elle était quand même historiquement très très proche. Au-delà des coups d'État qui se succèdent, et c'est pas fini, parce qu'il n'y a pas de problème, moi je prends déjà mes risques. Un point qui est essentiel, qu'il faut bien comprendre, c'est la sortie progressive de la France, que telle qu'elle est perçue aujourd'hui par les Africains, qui n'est pas la France-Afrique, qui est encore autre chose, mais qui est mal perçue par les Africains, et qui fait que, progressivement, on est chassé de partout, et que les autres en profitent. On n'a pas entendu une seule fois la Chine faire une critique quelconque, au contraire, je dirais, mais on n'a pas non plus entendu les Américains. Quand on a vu, par exemple, au Niger, Madame Nuland, quand même secrétaire d'État adjointe, qui est arrivée et qui a été mal reçue d'ailleurs, parce qu'elle a été reçue par un comparse et non pas par le chef de l'État, mais en réalité, elle venait passer un message. Le message était simple, on le sait maintenant, c'était on a investi 100 millions de dollars dans la base militaire d'Agadez qui permet à nos drones de surveiller toute la région. Vous n'y touchez pas et vous laissez nos militaires américains faire ce qu'ils veulent. Et nous, on ferme les yeux sur le coup d'État. À quoi les autres, évidemment, ils ont dit oui. Au Mali, c'était la même chose. Donc, si vous voulez, on voit bien que, qu'ils soient nos alliés, les Américains, ou ceux qui ne sont pas nos alliés, comme les Chinois, en réalité, on parlera certainement de la Russie avec Wagner, on voit bien que de tous les côtés, c'est la même chose. Tout le monde nous laisse tomber en disant bon débarras, les Français vont être mis à la porte de l'Afrique, il était temps, ça fait longtemps qu'ils occupent le terrain, ils n'ont plus aucune raison d'être là-bas, dehors. Je crois que c'est ça, il faut bien le voir. Le fruit était mûr. Oui, exactement. Vous savez, il y a une chose qui est frappante. Si vous regardez dans la plupart des coups d'État qui ont eu lieu, vous pouvez regarder la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, on voit toujours le rôle de la garde présidentielle, ceux qui sont à côté du président. Alors, moi, je me souviens de la France-Afrique. Quand M. Foccart a créé les gardes présidentielles auprès des chefs d'État africains pour les protéger, le secret du système, c'était que le patron de la garde présidentielle était un officier français. Donc d'un côté, il savait tout ce qui se passait auprès du président parce qu'il était juste à côté, et d'un autre côté, il n'y avait pas de coup d'État possible parce que c'est lui qui tenait ses troupes. La garde présidentielle étant en Afrique, évidemment, la meilleure troupe, c'est clair, c'est normal d'ailleurs. Et alors, ce qu'ont bien compris les Russes avec Wagner, puisque les Russes venaient voir les présidents africains en disant « Vous ne pouvez pas faire confiance aux Français, ils n'auront qu'une idée, c'est vous mettre dehors le jour où vous ne serez pas d'accord. Donc nous, on fait votre garde présidentielle, nous, les Russes, on vous protège, donc vous êtes tranquilles, et en contrepartie, vous nous payez en mine d'or. » Donc le système, les Français avaient tenu le pays, on a vu les Russes essayer de tenir un certain nombre de pays. Tout ça, c'est clair. À partir du moment où on a voulu jouer les bons et les gentils en disant non, nous, on ne veut plus être dans rien du tout, nous, on se retire de tout, la contrepartie, c'est qu'on ne savait plus rien et qu'on a constaté des coups d'État. On n'a fait que constater des coups d'État. On avait bien quelques idées avant, mais à chaque fois, ça a été la surprise générale. Un autre élément qui est très important, parce que ça m'a frappé, les journalistes n'en ont pas parlé, mais je peux vous dire qu'en Afrique, cette histoire-là a fait des ravages. Vous avez un coup d'État au Niger. Vous avez un coup d'État au Mali. Il y a des troupes françaises. Vous avez un coup d'État au Gabon. Si dans la demi-heure qui suit, sans faire de mal à personne, vous envoyez vos troupes dans les camions, les engins blindés et autres, circuler en ville sans rien de plus, tout le monde sait que ça arrête tout de suite toute opération.
Et que le coup d'État, il prend un coup dans l'aile, c'est le cas de le dire, parce que les gens se disent « Ouh là là, les Français bougent », même si les Français n'ont pas tiré un coup de feu, même s'ils n'ont fait aucune manœuvre agressive, le simple fait qu'ils se promènent. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? Au Niger, coup d'État, on a dit « c'est pas bien, on va intervenir avec la CEDEAO ». On était sur place. Au Gabon, le chef de la garde présidentielle dit « je prends le pouvoir ». On a des troupes au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on ne bouge pas. Donc si vous voulez, dans tous les endroits où on a été, on n'a absolument pas bougé. Alors on comprend les raisons. La raison étant que, bien entendu, le gouvernement français ne voulait surtout pas qu'on puisse dire qu'on faisait du colonialisme et on défendait ou on implantait les chefs d'État. Mais en Afrique, ça a été interprété partout comme une preuve de faiblesse absolue. Les Français ne sont plus capables d'empêcher leurs opposants de prendre le pouvoir. C'est ça qui a été vu. L'autre point, et qu'on peut, là aussi, parce qu'on retrouve à chaque fois les mêmes choses, c'est qu'on peut se poser des questions en disant, mais dans le fond, comment ça se fait que ce soit les militaires qui prennent le pouvoir? Alors, en Afrique, la seule force structurée dans chacun des pays, c'est l'armée. Et dans l'armée, la force la mieux organisée, parce que les armées africaines ne sont pas forcément très performantes, sauf ce qu'on appelle soit les forces spéciales, soit les unités parachutistes et autres, c'est-à-dire l'élite de l'armée, si vous voulez. L'élite de l'armée locale. Or, à chaque fois, vous remarquez que c'est eux qui prennent le pouvoir. Garde présidentielle, c'est l'élite. Les parachutistes, c'est l'élite. Les forces spéciales, c'est l'élite. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ont une organisation constituée, qui ont des moyens militaires, qui sont les leurs, et qui prennent le pouvoir. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça montre bien que dans cet environnement africain, c'est pas si facile que ça de prendre le pouvoir. Par des élections, ça marche pas. Tout le monde sait bien que les élections, dans 80% des cas, même s'il y a des observateurs, sont des élections plus ou moins truquées. On connaît, il faut être vraiment innocent pour continuer à dire le contraire. Donc regardez le Gabon. Mais il n'y a pas que le Gabon. À chaque fois, on voit des élections très discutables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et partout, y compris dans les pays où ça n'a pas bougé pour le moment. On ne peut pas pratiquement prendre le pouvoir par le jeu, je dirais, démocratique, sur lequel il faut revenir, parce que est-ce que la démocratie est adaptée à l'Afrique? Et la réponse est clairement non. La démocratie n'est pas culturellement un régime pour l'Afrique. L'Afrique a une culture ethnique, tribale, qui est depuis toujours, depuis des millénaires, et le système démocratique que nous avons imposé avec la colonisation est un système qui ne fonctionne pas tel qu'il fonctionne en Europe. Je ne suis pas en train de vous dire que la démocratie n'a aucune chance d'arriver, c'est pas ça. Au mieux, c'est une démocratie totalement adaptée à ces pays-là. Mais de toute manière, c'est un système dans lequel le chef est le chef. Et le chef, on le discute peu, pour ne pas dire pas. Ça, c'est très clair. Alors après, il peut être un chef dictateur, comme on en connaît, comme Kagame, par exemple en Rwanda, nous l'avons évoqué dans une émission. Il peut être un chef assez démocratique, mais tout est relatif quand même. Regardez ce qui s'est passé avec, au Niger, avec Issoufou et avec Bazoum, par exemple. À chaque fois, le chef doit être un vrai chef qui s'impose, et il s'impose parce que c'est le système. Alors, donc là, je pense qu'il y a aussi un problème en Afrique aujourd'hui, c'est qu'après l'indépendance et la décolonisation, dans la partie européenne, occidentale ou française, si vous voulez, de l'Afrique, le système de fonctionnement des pays doit changer parce que notre système doit passer à autre chose. Un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons toujours voulu continuer à imposer notre système comme le seul bon, alors qu'à l'évidence, dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. C'est très important, cette partie-là, on va voir après d'autres raisons, mais il faut bien comprendre tout ça pour voir pourquoi ça bouge et comment ça bouge. Au niveau de tous ces régimes, on a ceux qui sont restés comme Bongo, ça faisait des dizaines d'années que la famille Bongo était au pouvoir. Bon, nous avons forcé Macky Sall au Sénégal, le président du Sénégal, à ne pas se représenter en disant c'est inacceptable. On a dit par contre à Ouattara, il ne voulait pas se représenter, puis il s'est représenté, on a fermé les yeux. On voit bien qu'en plus, notre politique, même la nôtre,
Alors qu'on dit que c'est pas bien d'être élu plus de 2 fois, parce qu'en France, on a décidé qu'en France, c'était pas bien d'être élu plus de 2 fois. En parenthèse, président de la République, ça dit que c'était une bêtise. J'ai lu ça il y a quelques jours. Bon, alors si c'est une bêtise en France, pourquoi veut-on l'imposer aux Africains en disant ça suffit, vous avez été élu 2 fois, c'est inacceptable. C'est là où on voit que ça va pas, notre système. De quel droit va-t-on vouloir imposer dans des pays éloignés du nôtre un système qui est, même en France, discuté? Il y a quand même des questions à se poser. Et au nom du droit, on va pouvoir intervenir pour ça, parce qu'on avait le droit d'ingérence inventé par certains de nos politiques qui, dans ces cas-là, vous disent « Ah mais vous n'appliquez pas nos règles démocratiques, donc on va intervenir chez vous. » Oh, de quel droit? De quel droit leur morale est moins bonne que la nôtre, leurs lois sont moins bonnes que la nôtre? Mais c'est d'une prétention coloniale épouvantable. Les militaires, quand vous regardez, la plupart d'entre eux, alors je ne parle pas du Gabon où là c'était encore que le chef qui a pris le pouvoir, le patron de la garde présidentielle qui a pris le pouvoir, qui est maintenant le président du Gabon, à titre transitoire, il a été formé au Maroc à Meknès, comme officier. Bon, pas chez nous, au Maroc. Or, vous savez que le Maroc prend de plus en plus d'importance dans toute l'Afrique, à tout point de vue. Les banques marocaines ont remplacé les banques françaises qui ne veulent plus aller en Afrique parce que c'est trop risqué. Mais pourtant, les Marocains, ils y vont, ils gagnent de l'argent. Enfin bon, ça, c'est encore une question qu'on peut se poser. Vous avez les Maliens, ils ont tous été formés en Russie. Moi, j'aurais aimé que les journalistes français nous le disent. Ceux qui ont pris le pouvoir au Mali sont tous des anciens élèves de l'Académie Frunze, donc des Russes. Quand vous avez été formé comme soldat, comme officier, dans une académie à l'étranger, que ce soit russe, chinoise, américaine ou autre, quand ensuite vous arrivez proche du pouvoir et que vous avez des idées où vous voulez échanger, avec qui vous le faites? Avec vos camarades d'armes que vous avez connus à ce moment-là. Donc il est normal que les Maliens aient de bonnes relations avec les Russes. Quand vous regardez les Nigériens, il y a une partie qui a été formée à West Point, chez les Américains, une partie certes en France, et une partie également dans d'autres endroits. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'est pas, comme on était à une époque, c'était pas nos copains, c'était pas les gars avec qui on était à Saint-Cyr. Là encore, si vous voulez, comme nous avons perdu le contact, les élites des forces militaires, les officiers supérieurs, n'ont pas été pour la plupart formés chez nous, on ne peut pas leur demander d'avoir une attirance vers nous. Vous voyez? Et entre parenthèses, c'est le problème actuel en Afrique avec les étudiants. La France rejette les étudiants africains parce qu'elle a peur que ça devienne des migrants. Absurdité, parce que ces étudiants africains, ils vont aux États-Unis, ils vont en Angleterre, ils vont en Russie, ils vont en Chine, ils vont à Singapour, et après, quand ils reviennent, avec qui voulez-vous qu'ils travaillent? Avec ceux qu'ils ont connus dans les pays où ils ont été étudiants. Donc là encore, nous perdons pied quand on vous dit « mais comment les militaires français ou les services français n'ont pas été au courant ?» Mais c'est qu'ils n'ont pas le contact. On était débranchés, On était débranchés. Donc ne critiquons pas le manque d'information qui vient d'un système que nous avons créé depuis fort longtemps. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ces fameux militaires? Pourquoi prennent-ils le pouvoir? Soit c'est parce que la corruption a atteint un tel niveau dans leur pays et qui n'en bénéficient pas vraiment, même s'il y a un peu de ruissellement, comme dirait l'autre, ils n'en bénéficient pas vraiment. Donc ils sont furieux, parce qu'ils voient les dirigeants civils s'en mettre plein les poches. Alors le Mali était emblématique pour ça, parce que le Mali était sous contrôle des narcotrafiquants. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps dans une émission. Il faut bien savoir que les narcotrafiquants qui étaient installés essentiellement au Gabon à la grande époque, ont basculé vers le Mali parce que c'était bien pratique. Parce que les routes de contrebande vers le nord, pour les armes, la cocaïne, les cigarettes, les produits pharmaceutiques et autres, passent par ces voies-là. Alors ils se mettent dessus, c'est normal. Et comme ils gagnent énormément d'argent, ils achètent tout le monde. Donc le Mali est tombé comme un fruit mûr parce qu'il y avait une pression terrible des narcotrafiquants et l'armée a réagi en disant « ça suffit ». Au Niger, nous sommes tous bien placés, enfin certains sont bien placés pour savoir que quand le président Issoufou a mis le président Bazoum, parce que là aussi, il l'a mis, alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt que c'était une élection parfaitement démocratique, mettons quand même que le président Issoufou a fait tout ce qu'il fallait pour que le président Bazoum soit élu. Très bien.
Le président Bazoum a été élu. Et qu'est-ce qu'ont dit les militaires? À l'époque, il y a déjà 1 an et 6 mois, les militaires nigériens ont dit « Attention, les narcotrafiquants sont en train d'acheter l'Assemblée nigérienne, sont en train de faire pression sur les ministères. Hein, il faut réagir vite avant qu'il y ait un coup d'État de narcotrafiquants. » Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on savait très bien que le Niger, il commençait à y avoir de gros problèmes. Bien entendu, nous n'intervenons plus, on n'intervient pas, c'est la doctrine, on n'intervient pas, résultat, c'est les militaires qui ont réglé le problème tout seuls. Quand vous regardez le Gabon, alors le Gabon, une famille récupérait une grande partie des gains du pays à son profit, c'est les fameux biens mal acquis, si vous voulez, pour reprendre l'expression française. Bon. Et 40% de la population est au chômage, 30% est en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce normal? À un moment, les gens disent ça suffit. Il est normal qu'on puisse participer également à une juste redistribution sous une forme ou sous une autre. Donc, c'est inacceptable de voir et de laisser aller pendant tant d'années, pour des raisons pratiques ou autres ou d'intérêts divers, de laisser des situations comme celle-là. Et je voudrais revenir sur un autre point. Et c'est, pour moi, peut-être le meilleur spécialiste actuel de l'Afrique, de cette Afrique dont on parle, qui s'appelle Bernard Lugan, qui était professeur à Saint-Cyr, qui écrit de très remarquables études sur l'Afrique, qui l'a fait remarquer. Dans la réalité, est-ce qu'on n'a pas fait une monstrueuse erreur en voulant aller faire la guerre aux djihadistes dans toute cette zone, alors qu'au départ, ils étaient un tout petit nombre? Est-ce qu'on devait se mêler de faire la guerre aux djihadistes? Est-ce qu'on ne devait pas laisser les militaires de ces endroits-là faire la guerre à leur manière pour justement régler les comptes? Alors vous allez me dire, oui, mais les djihadistes étaient en train de descendre au Mali, ils allaient renverser le truc. Arriver à Bamako. Oui. Mais alors on aurait pu intervenir, protéger Bamako et repartir peut-être. Mais la question, c'est est-ce que c'était des djihadistes? Parce qu'on s'aperçoit que nous avons, les Français, on a souvent mélangé les djihadistes, un tout petit nombre, et les ethnies, avec les ethnies locales du Nord, qui n'étaient pas du tout d'accord et ennemies ancestrales des ethnies du Sud. L'armée française, quand elle s'opposait aux djihadistes, purement djihadistes qui étaient venus d'Algérie, de Kabylie et d'ailleurs, et qui avaient été poussés peu à peu par l'armée algérienne pour aller ailleurs, en l'occurrence au Nord Mali ou au Nord Niger, quand ces gens-là étaient dans cette zone-là, l'armée française, en voulant se battre et surveiller ces gens-là, s'opposait aux trafiquants qui sont une grande partie des gens qui vivent dans la zone nord du Mali, du Niger et de toute cette zone, parce que dans cette zone qui est extrêmement pauvre, où il n'y a pratiquement rien, les gens vivent du troc. Quand on est arrivé, qu'on les a empêchés de faire ces trafics, les fameux trafiquants qui font la cocaïne, la drogue, la pharmacie, l'armement, qui vont vers le nord, ce sont ces populations-là. Donc ça va de village en village, avec les camions, de piste en piste, et ainsi de suite. Donc toute cette population, en définitive, on l'a empêchée de vivre et de travailler comme elle vit depuis toujours. Alors je ne vous dirais pas, c'est pas bien, effectivement, de vivre de trafic. Mais quand vous n'avez rien à manger, que vous ne pouvez rien faire, qu'il n'y a aucun espoir, et qu'on n'a fait aucun investissement dans les zones nord de ces pays, sous prétexte que ceux du sud qui dirigent le pays détestent les gens du nord pour les raisons qu'on vient d'évoquer, les gens du nord, qu'est-ce qu'ils font? Ils trafiquent, et si vous les empêchez de faire le trafic, ils basculent dans ce qu'on appelle, nous, le terrorisme, en disant ça suffit. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec, d'un côté, au Mali, on a vu Iyad al-Ghali, le Touareg, qui, lui, est certes devenu chef des djihadistes, mais on voit aujourd'hui qu'il est surtout le patron des Touaregs du Nord, qui veulent une indépendance ou une autonomie. On a vu Amadou Koufa, le Peul, donc lui musulman, Peul, trafiquant, alors chef de là, tous les trafiquants, beaucoup de trafiquants sont Peuls dans la région, c'est une population nomade très pauvre, c'est Peuls, et quand on leur a empêché de faire du trafic, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basculé en terrorisme en disant il faut chasser les Français, avec Amadou Koufa et autres. Et donc, ces gens-là, si vous allez les voir et vous négocier en disant écoutez, on va trouver un système d'accord
entre population du Nord et population du Sud. Hein. Et vous allez pouvoir, on va vous faire des investissements pour que vous puissiez manger, vivre normalement. Eh ben, ils vont faire moins de trafic et ils ne seront pas contre vous. Et les djihadistes n'auront plus de terrain favorable pour pouvoir faire leur action. Oui, c'est ça le truc. On l'a vu au Mali, on n'a pas su corriger ça, on ne s'en est pas occupé, nous on sait que la guerre. On l'a fait au Niger, même chose. Hein, et résultat de l'opération, nous avons fait le mauvais choix, si je peux dire. Alors il y a ceux qui vont dire qu'il fallait proclamer l'Azawad, hein, la zone Touareg, nomade du Nord, il fallait leur donner l'autonomie. C'est ce que voulaient les gens, les Touaregs qui sont descendus de Tripoli, la garde présidentielle de Kadhafi. On revient en garde présidentielle. Quand nous, on a attaqué Kadhafi, quand la garde présidentielle a compris que c'était foutu et que Kadhafi était cuit, ben, ils sont redescendus au sud avec des camions entiers de matériel militaire qu'ils ont piqué dans les arsenaux de Kadhafi. Et arrivés au sud, ils ont dit, on va faire l'Azawad. Bon, on leur a dit non, c'est pas possible. Alors ils ont dit, bon, on va faire l'autonomie, on fait confiance aux Français. Et puis les Français, ils n'ont pas fait l'autonomie. Ils ont été incapables d'imposer aux dirigeants du Sud une autonomie du Nord. Alors qu'à l'évidence, c'était la solution, la vraie solution au problème. Moi, je ne dis pas qu'on n'a rien compris. Je ne veux pas croire que nos spécialistes n'ont rien compris. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Regardez Bazoum, par exemple. Bazoum est nommé président. Parfait. Bazoum fait partie d'une ethnie qui fait moins de 1% de la population totale, une ethnie arabe. Qu'est-ce qu'ont dit tous les autres? Ils ont dit comment? Par un système démocratique, nous avons au pouvoir un arabe, parce que c'est un arabe du Nord. Hein. Comment peut-il diriger le pays? Et comme par hasard, ceux du Sud, on revient toujours à la même chose. Ceux du Sud ont dit, mais en plus, il est du Nord. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On le renverse. Alors on va vous dire, mais il a été élu démocratiquement. D'abord, bon, c'est la démocratie à l'africaine, mais même, le problème, il n'est pas là. Vous voyez, en Afrique, c'est autre chose. Houphouët-Boigny, Senghor et autres, ils représentaient une ethnie extrêmement importante. Vous voyez? C'était des personnages. Là, mais voilà, et oui. Quand vous voyez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, alors, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire, ça ne va pas arriver tout de suite, mais la disparition d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition par rapport à Ouattara au pouvoir, aujourd'hui, qui est en face de Ouattara? Gbagbo, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, enfermé à la demande des Français pendant 10 ans à la Cour pénale internationale à La Haye, et au bout de 10 ans, relâché faute de preuves, hein, avec un non-lieu. Imaginez qu'il revienne au pouvoir. Il va quand même pas tendre la main aux Français après 10 ans en prison à cause de nous. Quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais il y a eu toutes les affaires entre les gens du Nord, dont Ouattara, hein, en Côte d'Ivoire, et puis les gens du Sud, Gbagbo. Hein. Mais moi, je vous dis, attention, l'histoire, c'est quand même dans la durée qu'il faut la regarder. On peut inverser l'histoire pendant une période courte, jamais pendant une période très longue. L'ancien colonisateur ne peut pas imposer de manière permanente sa vision des choses, parce que le monde est devenu différent. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé aussi récemment, c'est donc que Bazoum est renversé. Bazoum du Nord, quel est le seul leader qui a dit « c'est inacceptable, on va défendre Bazoum ». C'est un Touareg du Nord, qui était un des chefs avec Iyad Ghali, et quelqu'un qu'on a bien connu à une époque, hein, qui s'appelait Mano Dayak. C'était les chefs de la guerre qui ont été menée 2 fois de suite par les Touaregs contre le pouvoir central. Hein, depuis 1995, il y a eu 2 guerres de suite, la dernière un peu après 2000. Hein, et chaque fois, c'était la même histoire. Hein, et ces gens-là se sont battus pour essayer d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie au Nord. Et bien là, on retrouve ça, puisque le seul, je vous dis, qui au Niger a pris parti, hein, pour Bazoum en disant c'est inacceptable ce qui a été fait pour Bazoum, c'est un de ceux qui avait mené la rébellion Touareg avant. Donc, vous voyez, on voit bien que dans toutes ces affaires, nous, avec notre vision en disant non, il faut le respect de la démocratie, on n'a rien compris, parce que d'un côté, on encourage soit des gens qui en profitent pour s'en mettre plein les poches, et que dans tous les cas de figure, ça nous dessert. Notre image est très mauvaise, aujourd'hui, l'image de la France. Hein. Je ne parle pas des Français en général, mais l'image de la France. Mais parce que nous l'avons cherché.
Alors voilà ce qu'on peut dire sur... Alors après, on pourra parler de ceux qui restent, parce qu'il y en a d'autres qui vont tomber, bien sûr, dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Ah bah oui. Ouais. Bah, si vous voulez, quand on regarde, qu'est-ce qui reste? Il reste le Tchad, le Cameroun. Hein, la Mauritanie est tenue, elle ne bouge pas. Nous avons fait une belle émission Et sur on la a fait une très Mauritanie. belle... pour ça. C'est le pays qui tient. Dans l'émission qu'on avait faite, on a bien expliqué, notre ami Bett, le général Bett, a très bien expliqué justement la spécificité de la Mauritanie qui faisait que c'est un pays qui est tenu, dans lequel il y a un équilibre entre tout, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Bref, c'est un pays qui est géré justement et qui répond aux problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les problématiques. C'est ça qui est intéressant. C'est quand le système fonctionne, il n'y a aucun problème. N'oublions pas sur le Tchad que c'est nous qui avons fait le coup d'État. Parce que quand Idriss Déby a été assassiné, dans le cadre d'un règlement de compte, comme j'ai eu l'occasion de le raconter il y a déjà 2 ans, Entre généraux dans son PC. La France a décidé immédiatement dans la journée de soutenir la candidature du fils à la place du père. Ce qui était un déni de justice, puisqu'on savait que toute l'opposition tchadienne était contre Déby en lui reprochant d'avoir éliminé ses opposants systématiquement, sous une forme ou sous une autre, pour pouvoir se maintenir. Donc, les gens n'étaient pas très contents. Et quand on a vu le fils arriver imposé par les Français, je vous rappelle quand même que le seul chef d'État étranger qui est venu, c'était le président Macron, quand même. Donc, quand ça s'est passé, bon, tous les Africains ont dit la France a imposé le fils Déby comme président. Le fils Déby, il a surpris tout le monde en convoquant les principaux leaders de l'opposition et en disant on va essayer de trouver une solution consensuelle pour refaire le pays. Ça, il faut lui reconnaître ça parce que ça continue. Il essaie de trouver des solutions, mais que ça bouge quand même. Ça bouge dans tous les sens actuellement. Alors le maréchal Haftar vient de lui donner un coup de main en Libye en faisant un raid sur les opposants à Déby qui étaient dans le sud de la Libye, proche de la frontière du Tchad, vers l'oasis de Sheba et dans toute cette zone-là. Bon, donc, au nord, ils ont essayé de régler le problème, mais pourquoi Haftar est intervenu? C'est parce que personne n'a envie que les troubles, s'il y a trouble au Tchad, ça risquera forcément d'aller sur le reste. Et les gens en ont marre. Depuis notre campagne en Libye, qui a été un véritable désastre, en mettant en l'air le système libyen, on a déstabilisé depuis le Mali jusqu'au Soudan. Donc on ne peut pas dire qu'on a été brillant quand même, c'est moins qu'on puisse dire. Donc là, les Libyens ont pris les Libyens pro-égyptiens, c'est-à-dire la partie cyrénaïque, ont pris avec Haftar leur dossier en main et ils ont réglé le problème des opposants à Déby en disant comme ça, il n'y aura pas de trouble au Tchad. Mais il n'empêche que ça peut sauter à n'importe quel moment parce que au Tchad, vous avez toujours les Toubous qui s'opposent aux Agawa, les Agawa qui s'opposent aux autres, et que tous ces ethnies sont des ethnies guerrières, avec à la tête de véritables soldats, et qu'à tout moment, il peut se repasser ce qui s'est passé avec Idriss Déby. C'est-à-dire qu'ils se tirent dessus les uns les autres. Donc, le Tchad est en sursis. Et puis, il y a un pays là où on peut se poser aussi des questions, c'est le Cameroun. Parce que M. Biya est président à vie, on peut dire qu'il est président à vie, Biya, mais Biya est très malade, il vit 90% de son temps en Suisse, et il fréquente plus les hôpitaux que les ministères. Il sait très bien qu'il y a un risque énorme, puisqu'il a changé toute une partie de son état-major, crainte d'un coup d'État. Donc ça montre bien que lui, qui est un vieux sage, il sait très bien les risques qu'il peut y avoir. Donc, on voit bien que le Cameroun, donc, attention, danger. Le Tchad, attention, danger. Et puis après, ça sera d'une manière électorale, il y aura la Côte d'Ivoire. Mais mine de rien, si vous faites... Alors, je ne vais pas parler du Togo, je m'en excuse, parce que là, je vous rappelle quand même que, comme d'ailleurs Ali Bongo à l'époque, le Togo, qui était dans la communauté française, a basculé dans le Commonwealth. On n'en a pas parlé en France, mais ils sont devenus membres du Commonwealth, donc, je dirais, proches des Américains, et à partir de ce moment-là, ça change beaucoup les choses. Alors vous direz, ça n'a pas changé les choses au Gabon, mais Bongo, c'était encore quelque chose à part. Le dernier, c'est le Sénégal. Là, il n'y a pas de problème. Le Sénégal est bien tenu. Macky Sall a été le patron
de l'ensemble de la zone africaine, et c'est lui qui a négocié avec Poutine pour la fourniture de céréales. Il ne faut pas l'oublier, parce que vous avez vu l'affaire des céréales, on en reparle régulièrement, qui partent d'Odessa et qui passent par la Turquie avant de repartir. Mais alors c'est pour ça que Macky Sall avait été voir Poutine et a négocié l'approvisionnement par la Russie des pays africains, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on raconte, les pays africains seront approvisionnés à des prix normaux sur les céréales. Alors, la France, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette nouvelle Afrique, cette redistribution des cartes? Est-ce qu'elle a encore une place? Et de quelle façon? Peut-être un peu intelligente, ou alors on se retire et on laisse la place à nos compétiteurs, les Chinois, les Russes, les Américains? L'Afrique est quand même le continent en développement pour les 50 prochaines années. L'Afrique ne connaîtra pas un développement comme celui de la Chine ou de l'Inde, mais va connaître un très gros développement démographique. Pas un développement économique aussi fort, mais un très gros développement démographique. On ne peut pas se désintéresser de l'Afrique, d'autant plus que tout est une zone qui est francophone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la première, c'est s'appuyer sur la francophonie. Utiliser la francophonie comme vecteur d'échange, mais pas seulement d'échanges verbaux, échanges économiques, échanges dans tous les sens, mais en admettant que nous sommes un élément de la francophonie et que nous ne sommes plus le leader de la francophonie. D'ailleurs, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, il y a plus de gens en Afrique qui parlent français qu'en France, et certains pays africains parlent à eux tout seuls, représentent plus que la population française qui parle français. Donc, si vous voulez, là-dessus, c'est clair. Donc, on peut jouer sur la francophonie, et puis, il y a un deuxième volet, c'est l'économique, alors l'industrie. Ces pays-là ont absolument besoin, dans le cadre de leur développement industriel, pour faire face à cette démographie galopante, ils ont besoin d'industrie, de transformation qui soit faite non plus à l'extérieur, mais chez eux, de leurs matières premières. Et là, nous avons des places à prendre. Il faut regarder ce que font les Anglais, les Américains, les Russes, les Chinois et autres. On a des places à prendre, mais en venant comme industriel qui investit pour créer de la richesse dans le pays, et non pas pour prendre des matières premières et les envoyer ailleurs. En exploitant la francophonie qui fait que nos relations et nos contacts sont bien meilleurs, quand vous regardez les investissements qui sont faits, on devrait se poser la question à chaque fois, est-ce que véritablement ça sert au développement du pays, ou c'est une volonté qui représente notre vision du pays? Il faut que nos industries reprennent confiance dans l'Afrique, mais non pas avec un État français qui, lui, est totalement démonétisé, ça c'est clair, mais en amenant de propositions commerciales, économiques qui sont intéressantes pour les pays africains. Donc il faut repenser complètement notre modèle. Si nous voulons reprendre pied en Afrique, il faut repenser toute notre approche et cesser de croire encore alors à ceux qui disent malheur à la France-Afrique, mais elle est morte depuis longtemps la France-Afrique, mais malheur aussi à ceux qui au woke et aux autres, parce que en Afrique, le woke, ça marche pas du tout, c'est même détesté par les Africains, il faut le savoir. C'est pas du tout la vision africaine. C'est une vision de bobos locaux, français, américains ou autres. On ne peut pas, dans ces pays-là, qui sont majoritairement musulmans, on ne peut pas imposer notre vision européenne, de française en particulier, de pays laïques, alors que ce ne sont pas des pays véritablement laïques. On l'a expliqué pour la Mauritanie, mais on le voit pour beaucoup de ces pays. Donc, même si, alors, dans un certain nombre de pays africains du Sahel en particulier, il y a un animisme qui reste très fort. Mais donc, on voit bien qu'il faut tout changer. Et l'erreur qu'on a, c'est de vouloir continuer à faire soit de la France-Afrique de la grande époque, soit faire l'opposé de la France-Afrique en pensant que ça va payer. Non, ni l'un ni l'autre ne marche. On s'est fait virer parce qu'on a été mauvais, qu'on n'avait rien compris. On n'a pas compris l'évolution des élites africaines. D'abord, on ne s'en est pas mêlé, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a laissé les étudiants partir ailleurs. On n'a pas fait confiance aux jeunes qui montaient. On a voulu maintenir des élites dirigeantes corrompues, ou on a contribué à maintenir des élites dirigeantes corrompues, et maintenant, on est en train de le payer très cher. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir d'un continent comme celui-là, mais il faut changer le modèle, changer le logiciel, et pour ça, il faut d'abord commencer par aimer l'Afrique,
ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens en France actuellement, hein, aimer l'Afrique et les Africains. Et la connaître. Et vous en faites partie. Et la connaître pour justement essayer de comprendre et d'anticiper ce qui se passe pour pouvoir en discuter avec eux et trouver les bons chemins pour construire un avenir commun. Vous avez eu, encore une fois, une grille de lecture où, par exemple, on pense que c'est de la haute diplomatie avec les Russes, les Chinois. Pas du tout. Là, on a voulu faire croire, parce que pour justifier ces coups d'État, que d'autres y avaient participé. Vous pouvez vérifier, les Russes sont intervenus dans aucun des coups d'État qui ont lieu. Aucun. Alors, bien sûr, ça ne les a pas empêchés de dire que les Français étaient mauvais, mais ça, c'est de bonne guerre. Les Américains ont dit aussi. Nous, hein, on dit aux Français, il est temps que vous partiez, hein, ça suffit. Vous avez fait votre temps maintenant, il faut comprendre. Donc, de tous les côtés, bien sûr, les dirigeants africains ont reçu des messages de nos amis, entre parenthèses, pour leur dire hey, mettez-les dehors, ça sera beaucoup mieux comme ça. Mais ça fait des années que les entreprises européennes, allemandes, espagnoles, italiennes, sont présentes dans ces pays africains et les entrepreneurs français ne veulent plus y aller. Oui. Et donc finalement, on laisse la place à tout le monde. Regardez Mélanie en Italie. Bon, elle est comme elle est, Mélanie. Mais regardez le changement de politique qu'elle a par rapport à ses prédécesseurs sur l'Afrique, sur l'Égypte, sur la Libye, sur l'Éthiopie, sur la Tunisie. Elle a complètement changé le logiciel. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on repense nos modèles et qu'on arrête. Nous ne sommes pas la puissance qui avec toute la condescendance que nous pouvons avoir. Non, c'est fini tout ça. Nous sommes dans un monde moderne dans lequel nous sommes tous égaux. Car c'est ça qu'on devrait se mettre dans la tête. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous aussi capables. À partir de là, quand on discute d'égal à égal. Et c'est ça la véritable égalité. Entre parenthèses, si vous relisez la Révolution française, c'est ce que disaient nos pères qui l'ont pensé, qui l'ont conçu. Alain Juillet, merci. J'espère encore une fois que cette émission vous a plu, parce que là, on a vraiment fait un tour très pointu, très précis sur tout ce qui se passait en Afrique. Et c'est tout l'intérêt d'être sur Open Box TV. Et je vous dis à une prochaine émission. Merci et à très bientôt.